Merci à tous d'avoir réservé votre soirée à cette rencontre. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, de répondre à l'invitation de d'Hilaire. Alors, je vais juste compléter la présentation qui a été faite. Donc, effectivement, je dirige à Strasbourg une organisation non gouvernementale qui s'appelle, d'un nom anglais, ECLJ, en français, Centre européen pour le droit et la justice. C'est une ONG fondée, effectivement, il y a 20 ans. En juillet 1998 à Strasbourg, par des avocats américains, chrétiens, qui avaient le souhait d'étendre une organisation qui s'était même fondée aux États-Unis, similaire à l'ECLJ. Donc l'ECLJ à Strasbourg fait partie d'un réseau assez vaste d'organisations. Nous sommes présents donc aux États-Unis, à Strasbourg, à Moscou, au Pakistan, où il y a beaucoup de chrétiens persécutés, à Jérusalem, en Afrique, et encore dans l'un ou l'autre pays où nous avons une présence plutôt officieuse. Et donc l'objet de l'organisation, c'est simplement de défendre, on va dire, le droit naturel et les droits et libertés en général des chrétiens. Donc aussi beaucoup d'actions pour défendre des prêtres ou des pasteurs emprisonnés en Iran, en Turquie, à travers le monde, en Chine. Donc il y a une action juridique, il y a une action qu'on appelle le plaidoyer. Et nous agissons principalement auprès des instances internationales. Donc ça c'est le CLJ, je pourrais vous en dire un peu plus si vous voulez. Donc moi je suis le directeur de cette organisation. Cette organisation basée à Strasbourg intervient principalement auprès des instances européennes et internationales compétentes en matière de droits de l'homme. Donc ce n'est pas à Bruxelles, mais c'est plutôt Strasbourg, Vienne, Varsovie, Genève, New York, qui sont les villes où il y a ces instances qui agissent dans le domaine des droits de l'homme. Voilà. Nous agissons soit pour soutenir des personnes, ou des causes, ou des institutions, souvent l'Église catholique. Ça peut aussi être, tout à l'heure Hilaire a parlé de l'affaire des crucifix. En fait, ce que nous avons fait, c'est que dans cette affaire-là, qui est assez connue, où la Cour européenne avait condamné l'Italie du fait de l'exposition de crucifix dans les salles de classe, là c'est le gouvernement italien qui nous avait demandé de les accompagner dans toute la démarche pour obtenir le renversement de l'affaire. D'abord le renvoi de l'affaire en grande chambre, et ensuite le renversement. Donc nous pouvons aussi bien agir auprès de gouvernements que auprès de requérants. Ou alors nous pouvons aussi intervenir dans des recours, comme tiers intervenant. Sinon, le CLJ collabore beaucoup, et ça c'est aussi à titre personnel, vous avez été expert, voilà, avec le Saint-Siège. Avec le Saint-Siège, dans la diplomatie du Saint-Siège, au sein des instances internationales. Donc dans les commissions d'experts, divers et variés. Et donc là, c'est le travail de droit international, toujours éclairé par la foi et par la raison. Donc la philosophie de l'ECLJ, c'est une organisation chrétienne, plutôt catholique d'un point de vue intellectuel, qui essaye de promouvoir une juste compréhension du droit, qui essaie de défendre de bonnes causes, et plus généralement, le travail de fond consiste aujourd'hui à essayer de développer une compréhension juste des droits de l'homme, conforme au droit naturel. Après avoir longtemps travaillé sur des affaires, de très nombreuses affaires, au cas par cas, dans le domaine de la bioéthique en particulier, tous les sujets de société, les questions de liberté de conscience, les questions de liberté institutionnelle de l'Église, de rapport entre l'État et la religion et les Églises. Donc après avoir travaillé sur une série pendant 20 ans d'affaires, nombreuses, nous avons obtenu gain de cause d'ailleurs dans à peu près une trentaine d'affaires à la Cour européenne, où nos arguments ont porté, et donc la Cour a jugé conformément à ce que nous avions soutenu. Nous avons aussi perdu, bien sûr, dans d'autres affaires, mais je dirais dans l'ensemble, sur ces 20 ans, il y a une trentaine quand même de décisions qui vont dans le sens que nous avions recommandé. Après avoir travaillé sur de nombreux dossiers aussi parlementaires, au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, pour obtenir des amendements à des résolutions, pour obtenir des changements complets de résolutions, ou aussi après avoir agi auprès des ambassades directement dans le cadre de négociations
entre les différents États membres du Conseil de l'Europe. Il y a 47 États membres à Strasbourg. Donc après ces années de travail au cas par cas, il m'a semblé de plus en plus évident qu'il fallait aussi réfléchir sur l'ensemble. Non plus seulement sur les affaires, mais sur le système. Voilà. Donc ce livre, c'est le résultat de ces 20 ans d'expérience, surtout les 10 dernières années, ou les 15 dernières années, parce que les premières années, je les avais consacrées principalement à la rédaction de ma thèse. Eh bien, c'est le résultat de cette expérience, et c'est un effort, il constitue un effort pour essayer de comprendre, d'un point de vue systématique, ce qui s'est passé dans les droits de l'homme, l'évolution des droits de l'homme, où il nous mène. Donc ce livre porte principalement sur les aspects les plus discutés relatifs aux droits de l'homme, en particulier ce qu'on appelle les nouveaux droits, qui sont en particulier dans la sphère de la vie privée. Et donc l'objectif du livre, c'est de voir et d'exposer, surtout d'exposer et d'expliquer l'évolution ou la transformation des droits de l'homme depuis leur affirmation contemporaine après la Seconde Guerre mondiale. Donc 1948, c'est la date de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, ce livre cherche à montrer la dynamique à l'œuvre depuis cette date, 1948, en s'appuyant sur les travaux préparatoires. Donc je m'appuie sur les archives des négociations diplomatiques, des négociations d'experts, qui retracent tous les débats, les discussions qui ont eu lieu à l'époque pour rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc les questions philosophiques, les questions de droit, les questions politiques de l'époque. Et ensuite, je regarde, à travers le temps, comment ces normes internationales des droits de l'homme, qui se sont en particulier ensuite appliquées en Europe avec la Convention européenne des droits de l'homme, ont été interprétés. Donc comment ces textes, par rapport à l'intention d'origine de 1948, comment ces textes ont été interprétés par la suite et comment progressivement on s'est détaché, pour certains de ces droits, de l'intention d'origine, pour parfois arriver à dire le contraire aujourd'hui de ce qui était pensé en 1948. Donc on peut voir, retracer à travers, par la suite de ces décisions, l'évolution de la jurisprudence et donc en fait l'évolution de l'interprétation des droits de l'homme sur ces 70 dernières années et ainsi voir comment progressivement notre compréhension du droit change. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce que il faut bien penser que les droits de l'homme constituent une photographie de l'homme. Les droits de l'homme sont l'image sociale de l'homme. Les droits de l'homme, d'abord, c'est un discours. Donc ce sont des mots, ce sont des phrases précises, des concepts, des mots précis, que l'on peut lire, analyser. Donc il y a une certaine objectivité dans la matière juridique. Le droit, on peut l'observer dans le temps, voir son évolution. Donc il y a une certaine objectivité, une matière qui est chronologique, que l'on peut voir dans le temps. Voilà. Donc déjà on a cette matière première. Et les droits de l'homme sont, comme je disais, donc l'image de l'homme, c'est-à-dire qu'ils représentent, ils expriment notre compréhension sociale de l'homme. Ce qu'il faut bien voir, ce à quoi il faut penser quand on pense aux droits de l'homme, c'est qu'il existe une corrélation stricte entre l'homme et ses droits. Souvent on ne réfléchit pas, en général on ne réfléchit pas à l'origine des droits de l'homme. Alors on connaît l'origine historique, on se dit oui d'accord, c'est une construction dans le temps, au fil des siècles, c'est vrai. Mais si on demande à des étudiants ou à des personnes comment avons-nous fait cette liste des droits de l'homme, à quoi correspond cette liste? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un droit, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé d'autres droits à l'époque? Pourquoi est-ce qu'on a fait cette liste? À quoi elle correspond? On peut se poser la question. D'où vient-elle? Eh bien, cette liste, elle correspond en fait précisément à des aspects de l'homme. Elle est un miroir de l'homme.
dans l'expression droit de l'homme, ce qui est difficile à connaître, ce n'est pas tellement les droits, mais c'est l'homme. L'inconnu dans les droits de l'homme, c'est l'homme. Quand on connaît l'homme, on peut ensuite assez facilement en déduire les droits. Donc dans l'expression droit de l'homme, la corrélation, la majeure, c'est l'homme. Et la mineure, ce sont les droits. Mais il y a une corrélation stricte entre les deux. Et donc si on étudie dans le temps l'évolution des droits de l'homme, considérant que les droits de l'homme sont un discours social, c'est la société, c'est le législateur, le juge qui exprime, qui définit les droits de l'homme au fil du temps. Eh bien, en voyant l'évolution du contenu des droits de l'homme, tel qu'exprimé par les autorités légitimes des États, eh bien, on voit l'évolution de la représentation sociale de l'homme à travers le temps. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et donc, si aujourd'hui on dit que l'homme, par exemple, a le droit de se suicider, comme le droit à l'euthanasie, ou à le suicide assisté, c'est bien que notre compréhension de l'homme a changé par rapport à l'époque où l'euthanasie était strictement interdite. Donc, dans l'évolution des droits de l'homme, à travers l'évolution des droits de l'homme, c'est en fait une évolution de l'homme qui apparaît. En observant l'évolution des droits de l'homme, on peut observer l'évolution de notre société, du regard de notre société sur l'homme, de notre propre définition. Cela est d'autant plus intéressant que, quand on y réfléchit, nous sommes dans une société qui est de plus en plus diversifiée, on dit pluriel, pluraliste, relativiste, on peut dire beaucoup de choses. En tout cas, nous n'avons plus vraiment une conception ou une philosophie ou une religion dominante dans la société qui impose une anthropologie dominante. Nous sommes dans une société qui se veut pluraliste, où il n'y a pas vraiment, bien qu'il y en ait quand même une, d'anthropologie qui se voudrait dominante ou imposée, si bien que nous sommes aussi une société qui refuse aussi les déterminismes naturels, qui refuse les déterminismes sociaux et religieux. Donc, dans ce contexte où l'on refuse les déterminismes, on refuse les normes anthropologiques qui pourraient être imposées, finalement, la seule définition socialement partagée qui nous reste de l'homme, ce n'est plus la définition, malheureusement, chrétienne, c'est pas la définition non plus nécessairement, je sais pas, darwiniste ou matérialiste, ou soviétique ou socialiste ou que sais-je. La définition socialement partagée de l'homme qui s'impose, qui demeure, la seule qui demeure aujourd'hui, celle qui reste, c'est finalement les droits de l'homme. C'est parce que les droits de l'homme nous définissent, sont une norme qui est encore largement consensuelle, et même plus encore, ils sont une norme qui s'impose juridiquement. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que les droits de l'homme sont la définition socialement partagée de l'homme dans notre société, qui refuse toute autre forme de définition qui ne serait pas le fruit, c'est-à-dire qui serait imposée à notre volonté. Toute autre définition qui serait imposée à notre volonté. Donc voilà l'intérêt d'étudier les droits de l'homme, d'étudier leur évolution. On a une matière historique très, très précise, les décisions de justice sont toujours rédigées avec des termes choisis, qui signifient quelque chose, qui ont de grandes implications anthropologiques, philosophiques, et donc on peut ainsi avoir cette matière d'étude qui nous permet de comprendre notre société. Moi j'ai essayé ensuite de voir, et si j'ai fait ce livre, c'est parce qu'en fait j'avais un petit peu une vision qui m'apparaissait de cet homme tel qu'il apparaît au fil de ses décisions. Et c'est cette vision, au fil de toutes ces décisions, toutes ces affaires sur lesquelles j'ai travaillé, que j'ai voulu partager. Vision actuelle, mais aussi une dynamique d'évolution pour voir vers où nous mènent les droits de l'homme dans les pays de culture occidentale. Alors je précise que tout mon exposé est encadré, limité
au contexte de la culture occidentale, même si cette culture tend à se répandre très largement. Voilà, donc je ne parle pas de la compréhension islamique, par exemple, des droits de l'homme, ou des compréhensions asiatiques ou africaines. Il vient des compréhensions d'origine occidentale, qui sont donc plutôt de culture individualiste. Voilà, donc ça c'est mon analyse. Elle porte sur la jurisprudence elle s'appuie sur les décisions de la Cour de Strasbourg, donc de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est donc la juridiction du Conseil de l'Europe qui est compétente pour les 47 États membres du Conseil de l'Europe, 47 États, y compris la Russie, la Turquie, l'Azerbaïdjan. Les décisions des comités des Nations Unies, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui est l'équivalent de la Cour européenne, mais basée en Amérique centrale, et qui est compétente principalement pour l'Amérique du Sud, et quelques décisions des juridictions suprêmes, Cour suprême américaine en particulier, canadienne notamment. Donc voilà le matériau, et un petit peu l'intention, la méthode. Alors c'est sûr que du coup, le livre peut paraître un petit peu riche parce que la vision qui s'en dégage, elle porte sur la compréhension de l'intention d'origine de 1948 et ensuite sur l'évolution du droit, des droits de l'homme eux-mêmes, donc de la compréhension de l'homme, essayer de voir, de comprendre qu'est-ce qui en l'homme a changé ou quel est pour nous, qu'est-ce que nous voyons de différent en l'homme. Donc cet aspect-là, l'aspect anthropologique, mais aussi l'aspect plus politique. Ça veut dire en quoi les droits de l'homme servent aussi d'instrument de gouvernance. Donc cet aspect-là aussi est abordé. Comment les droits de l'homme et les instances internationales sont une forme nouvelle de gouvernance qui se veut rationnelle et universelle. Voilà. Donc analyser les droits de l'homme du point de vue démocratique, dans le sens ancien de la démocratie. Ça veut dire par rapport au suffrage, par rapport à la légitimité. La question de l'origine de la légitimité. Voilà, donc ces différents aspects sont abordés. Alors, pour faire une petite synthèse rapide du contenu du livre et de ce que j'ai trouvé, sans forcément tout vous dire, bien sûr, mais quelques éléments. Les éléments principaux, je dirais, il y a deux idées majeures qui apparaissent, ensuite qui sont précisées tout au long du livre. Une première idée qui est justement qui cherche à identifier ce qui en l'homme a changé ou ce que nous voyons de différent en l'homme, ou voilà, le nœud finalement du problème, le moment où il y a eu une bifurcation entre différentes anthropologies. Donc la question fondamentale, bien sûr, c'est celle de la dignité humaine, comme origine et cause des droits de l'homme, mais plus encore, c'est celle de notre compréhension de la dignité. Il y a plusieurs compréhensions de la dignité qui sont divergentes, et chacune de ces compréhensions peut peut engendrer une interprétation des droits de l'homme différente, et même opposée. J'ai réduit la problématique à deux conceptions de la dignité, comme pouvant expliquer les deux approches dominantes et conflictuelles dans les pays occidentaux, une conception de la dignité que je qualifie de incarnée, et une conception que je qualifie de désincarnée. Je reviendrai là-dessus. Sur la base de cette distinction, ensuite, je vois trois étapes schématiquement depuis 1948 dans l'évolution des droits de l'homme qui permettent d'expliquer ensuite cette transformation. Une première étape, la fondation 1948, les droits de l'homme cherchaient plutôt, s'appuyer plutôt sur une compréhension incarnée de l'homme et de la nature humaine, et était une forme de reflet encore du droit naturel, visant à protéger les personnes de l'État. Visant à protéger les personnes de l'État. Et visant à leur bonheur, à leur accomplissement. Deuxième étape, causée par, on peut dire, la révolution individualiste, c'est une étape que j'appelle de droit antinaturel qui s'oppose plutôt à la nature, à la différence des premiers qui tendaient à l'accomplir. Et qui protège plutôt l'individu, et qui, outre le fait de protéger l'individu de l'État, tend également à lui donner les moyens de se libérer des déterminés. Et la troisième étape, c'est celle que j'appelle les droits transnaturels,
qui vise cette fois-ci non plus seulement à accomplir la nature ou à s'y opposer, mais même à la dépasser. Et là, c'est le support juridique du transhumanisme. Donc, le fil rouge du livre, c'est cette distinction entre conception incarnée et désincarnée de la dignité. Ça, c'est le fil rouge, j'y reviendrai. Et les 3 étapes, comme un chemin de fer, du livre, c'est droit naturel de l'homme, 1948. Ensuite, droit antinaturel de l'individu. Et enfin, droit transnaturel. Donc là, on voit qu'effectivement, ces 3 générations de droits, elles se définissent par rapport à notre rapport à la nature, en fonction de notre rapport à la nature. Soit on veut accomplir la nature, droit naturel, soit on veut s'y opposer, droit antinaturel, soit on veut la dépasser, la transformer, droit transnaturel. Alors, voilà le schéma du livre et de l'approche, qui permet de voir comment les droits de l'homme sont utilisés. Alors maintenant, pour reprendre un peu plus en détail, je vais vous, dans le temps dont je dispose, je vais vous partir déjà un petit peu du début, parce que finalement, si les bases sont posées pour 1948, ensuite on peut assez facilement comprendre comment ça se décline. Et donc, 1948. Alors, en 1948, les droits de l'homme sont conçus de façon assez différente de ceux de la Révolution française. Nous sommes bien sûr bien plus tard, dans un contexte politique différent, culturel différent, nous sommes au plan universel. Donc il y a, de mon point de vue, bien sûr une continuité entre 89 et 48, mais aussi des différences importantes qu'il s'agit de souligner. En 1948, l'objectif des droits de l'homme est de répondre à la crise politique que le monde civilisé a connue pendant les précédentes décennies. Il s'agissait, de mon point de vue, de reconstruire un ordre politique, là c'est Roosevelt qui le disait, un ordre moral international. Donc après l'échec sanglant de la modernité, qui s'est réalisé dans les guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale, qui est arrivé à son apogée par les régimes totalitaires, lesquels régimes totalitaires ont enfermé dans leur souveraineté close le droit, la justice et le bien des citoyens. Ça veut dire que, selon la conception absolue de la souveraineté et la conception positiviste du droit, c'est l'État qui était, dans les régimes totalitaires, l'auteur qui définissait le droit et qui, se faisant, dans le droit, définissait le bien, le juste. Et les personnes, les citoyens, étaient soumis à cet ordre juridique national, des sujets de cet ordre juridique national, et ne pouvaient pas se plaindre finalement à qui que ce soit, puisqu'ils étaient soumis à cette loi. Donc c'est assez schématique, mais on peut dire qu'effectivement la modernité politique a conduit à cette situation de la première moitié du XXe siècle, où on a un ordre juridique qui est séparé largement de la morale, ou en tout cas qui est distinct, qui prétend définir le juste, et dont le sujet, l'homme, est un sujet. Cela a conduit au fait de pouvoir rendre légales des actions parfaitement injustes et immorales. Voilà. Donc cette faculté des régimes politiques modernes à permettre en toute légalité des actions injustes, gravement injustes et immorales, devait être dépassée. Nous avions là devant nous la preuve d'un problème structurel du système politique hérité de la modernité, et il fallait le dépasser. Deux aspects ont pu être dépassés en particulier grâce aux droits de l'homme. Les droits de l'homme, selon moi, et on peut le retrouver dans les travaux préparatoires, visaient à dépasser deux aspects de cet enfermement. Dépasser l'enfermement de la morale dans le droit,
il s'agissait de restaurer la supériorité de la morale sur le droit, de dire que le droit ne contient plus la morale, mais la morale prime le droit, dépasse, est d'un ordre supérieur au droit, et d'affirmer la primauté de la personne sur la souveraineté nationale. Donc les deux aspects. Affirmer la supériorité de la morale sur le droit, et affirmer dans une certaine mesure aussi la supériorité de la personne sur la souveraineté nationale. Donc là, c'est ce que les droits de l'homme de 1948 ont permis, et c'est là ce que moi j'appelle l'ordre, à la suite de Roosevelt, l'ordre moral, le nouvel ordre moral international, énoncé après-guerre. Comment cela a été possible? Bien précisément, en utilisant les instruments du droit international, puisque le droit international d'avant-guerre, depuis toujours le droit international prime le droit national, donc il est au-dessus des lois nationales. Donc en intégrant le contenu moral des droits de l'homme dans le droit international, on confère à ce contenu moral des droits de l'homme une valeur supérieure au droit national. Et donc là, on assure la primauté, la supériorité de la morale sur le droit par les instruments juridiques, par l'instrument juridique du droit international, au moyen du droit international. Et ça, c'est quand même une nouveauté. C'est-à-dire que les droits de l'homme, progressivement, effectivement, au XXe siècle, ont accédé au rang de droit international, mais c'est une nouveauté. Au XIXe siècle, ce n'était pas le cas. Ensuite, donc le droit de l'homme, et puis deuxième nouveauté, en tout cas ambition, ambition pour les Nations Unies déjà, et réalisation au plan européen, permettre à une personne d'agir en justice contre son État. Voilà. Donc permettre à une personne d'agir en justice contre son État, contre ses autorités nationales, c'est lui permettre de briser ce plafond de la souveraineté pour défendre ses droits et libertés contre l'État. Et donc le système, l'ordre moral international, le nouvel ordre moral international vise à protéger à l'époque les personnes de l'État en assurant la primauté et la garantie de la morale sur le droit interne, lequel droit interne, fort de l'expérience des régimes totalitaires, est toujours suspect d'injustice, de bassesse politique, on peut dire, voilà, un certain mépris, et en tout cas une forte suspicion à l'égard du droit national, qui n'est finalement que le résultat de la politique parlementaire, et qui n'est en aucun cas garant de la justice et du bien, garant certain. Donc là, on est vraiment très loin de Rousseau avec l'idée, n'est-ce pas, que la volonté générale serait forcément bonne. Non, 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 on est plutôt à l'inverse. La volonté générale est forcément douteuse. Et il faut garantir la primauté de principes. Parce que finalement, les droits de l'homme sont un ensemble de principes rationnels, dont on veut garantir la primauté sur des lois nationales et des autorités nationales qui, elles, sont plutôt de tendance dangereuse ou irrationnelle. En tout cas, soumises à la politique. Donc voilà l'idée, établir un ordre moral, donc un ordre rationnel, qui surplombe le jeu des instances politiques nationales, qui permettent aux personnes de se défendre de l'État, et qui garantissent à ces personnes les droits et libertés élémentaires pour vivre de façon humaine. Donc voilà ce qui est fondé, le système qui est mis en place. L'objectif du système en 1948, c'est effectivement de permettre aux personnes d'agir en justice contre l'État. Ça a été mis en œuvre progressivement, ça a été mis en œuvre au plan européen avec la Cour européenne des droits de l'homme, puis ensuite en Amérique également, avec la Cour interaméricaine, et progressivement ça se met en place au plan régional d'abord, et puis ensuite plus largement au plan universel. Donc voilà l'intention. Alors, la difficulté, bien sûr, vient lorsque l'on veut définir les droits, et donc définir l'homme. Et c'est là toute la question. Nous avons donc d'un côté un système qui est assez séduisant, qui fonctionne, et maintenant nous venons à la question de la substance du système. L'homme et ses droits. Qu'est-ce que l'homme
quels sont ces droits? Alors, en 1948, nous sommes bien avant la révolution individualiste, nous sommes plutôt à l'époque où l'on sort, bien sûr, du combat de la Seconde Guerre mondiale, avec la victoire des Alliés, donc plutôt une victoire donc, du modèle américain, mais néanmoins à la présence des Soviétiques, qui ont participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous sommes juste à la fin, donc en présence principalement donc, des forces victorieuses de la Seconde Guerre mondiale et des Soviétiques. Et il s'agit de se mettre d'accord sur un ensemble de droits. Alors cette discussion a été longue. Ce que l'on peut dire, c'est que l'accord s'est formé quand même sans trop de difficultés quant aux grandes thématiques. Les difficultés ont plutôt porté sur certains détails ou certains droits en particulier. Les droits tels qu'on les voit en 1948, de mon point de vue, sont le résultat d'un accord qui se voulait malgré tout assez, je dis souvent qu'il est humble, parce que il reflète les besoins et les droits élémentaires de l'homme. Contrairement aux droits de 89, qui étaient droits surtout du citoyen, les droits de 48 sont plus enrichis, dit-on souvent, et c'est vrai, de l'anthropologie personnaliste, qui veut considérer l'homme en tant que personne, non pas en tant que citoyen, ni en tant qu'individu, ni en tant que sujet soviétique, ou que sais-je, mais en tant que personne. Donc qui veut considérer l'homme dans toutes ses relations. Et donc les droits de l'homme de 48 protègent l'homme dans toutes ses relations. L'homme de 48, il a, à la différence de celui de 89, il a aussi une région, une langue, une religion, il a une famille, il a un métier, il a un toit, il a des besoins élémentaires pour vivre. Et donc l'homme de 48, il reflète assez fidèlement la personne dans toutes ses dimensions naturelles et sociales. Donc si on retourne à l'anthropologie et à la définition de l'homme dans la philosophie classique, sur la base des inclinations, on peut dire qu'effectivement, donc les inclinations de l'homme, vous les connaissez peut-être, hein, on dit que l'homme est donc un être, donc il existe, comme toute autre chose qui existe. Il est un être ensuite vivant, et comme tout être vivant, il tend à maintenir sa vie, à se maintenir dans l'existence et à se reproduire. Il est un être vivant social, et comme tout être social, il cherche à entretenir des relations avec d'autres personnes. Et il est un être vivant spirituel, ça veut dire qu'il cherche à connaître la vérité, et ultimement Dieu. Donc ça, c'est les 4 aspects de la nature humaine, qui sont les aspects classiques en philosophie et repris en théologie. Être, vivant, social, spirituel. Ces 4 aspects, vous pouvez, de ces 4 aspects, déduire tous les droits de l'homme. Tous les droits de l'homme. Ces 4 aspects définissent la nature humaine, de façon classique. En tant qu'être, la protection de l'intégrité. En tant qu'être vivant, le droit à la vie, et aussi le droit de transmettre la vie. En tant qu'être social, tous les droits relationnels, droit d'association, essentiellement. En tant qu'être spirituel, tous les droits de l'esprit. Liberté de conscience, études, communication, liberté de pensée, liberté religieuse. Donc si vous reprenez ces 4 aspects qui définissent la nature humaine depuis l'Antiquité, eh bien, ce sont finalement ces aspects-là qui permettent de déduire tous les droits de l'homme. Et donc 48, c'est y compris les droits de la famille qui sont reconnus, la famille étant reconnue comme étant l'unité centrale, fondamentale de la société. En 48, ce n'est pas la personne ou l'individu qui est considéré comme étant l'unité centrale de la société, mais la famille, qui est l'unité naturelle qui précède la société, qui précède l'État. Donc ça, voilà, c'est une compréhension assez objective, je dirais, et assez objective de l'homme, fondée sur la tradition philosophique,
et qui, de ce point de vue-là, peut être partagé universellement. Et dès lors, la Déclaration universelle des droits de l'homme peut vraiment se dire universelle, parce qu'elle s'appuie sur une compréhension universelle de l'homme. Et donc aussi bien les Chinois que les Russes de l'époque, que les Américains pouvaient se mettre d'accord sur cette compréhension de l'homme et donc sur les droits qui en découlent. Donc voilà, c'est ce consensus, cet accord, qui aujourd'hui, de mon point de vue, est en cause. Puisque, au plan universel, nous ne sommes plus d'accord sur ce qu'est l'homme. Il y a toujours ce socle de 48 auquel on peut se référer, mais la compréhension de l'homme en Occident a largement changé, mais aussi dans d'autres sphères culturelles, et en particulier dans les pays musulmans qui ont adopté une déclaration islamique des droits de l'homme et qui ont une autre compréhension. Donc aujourd'hui, ce consensus de 48, il y a un certain tiraillement. Voilà. Plusieurs anthropologies existent et sont concurrentes, et prétendent chacune pouvoir être à l'origine de la définition des droits, et de leur et gouverner leur interprétation. Donc là, voilà le contenu. Maintenant reste la question fondamentale, qui est pourquoi est-ce que l'homme mériterait d'être protégé? Qu'est-ce qui, en l'homme, fait qu'il mérite des droits particuliers, qu'il mérite d'être protégé de la société, des autorités publiques? Quelle est la cause des droits de l'homme? Alors c'est une question philosophique ou théologique, ce n'est pas directement une question politique. Il faut bien garder à l'esprit que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte juridique à finalité politique et sociale. Ce n'est pas un texte philosophique. Donc, ce texte est le résultat d'un compromis, de négociations, d'accords. Ce n'est pas le fruit de la réflexion d'un philosophe. Donc on ne peut pas attendre de ce texte d'avoir la cohérence philosophique d'un discours tenu par un seul philosophe. C'est avant tout le résultat de négociations. Donc ne cherchez pas dans un texte juridique ou politique une cohérence philosophique. Et ce serait lui faire un procès assez injuste que de lui reprocher de ne pas être parfaitement cohérent d'un point de vue philosophique ou théologique. Parce que ce n'est pas sa mission première. Sa mission première, c'était les droits concrets, les droits et libertés à garantir. Cela étant, les rédacteurs ont voulu à l'époque définir, bien sûr, la cause des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme mérite d'être protégé? Quel est l'intérêt de définir l'origine des droits de l'homme? L'intérêt majeur, il est précisément de les sanctuariser. Sanctuariser les droits de l'homme. De dire les droits de l'homme ne trouvent pas leur origine dans la volonté du prince, dans la volonté de l'État, des autorités, dans le droit national. Ils trouvent leur origine au-delà du droit, en amont, dans la morale, dans un principe auquel on a donné le nom de dignité. Que signifie la dignité? À l'époque, pas de définition précise en a été donnée, mais disons quelle est cette notion qui permet de désigner ce sur quoi tout le monde est d'accord, à savoir qu'il y a quelque chose en l'homme qui dépasse le reste, qui est incommensurable, et qui fait qu'il est un être unique dans la nature, dans la création, et qu'il y a quelque chose en l'homme qui exige son respect. Et donc ça, c'est cette dignité, cette spécificité, cette unicité de l'homme par rapport au reste des créatures, et qui est la cause la raison pour laquelle il mérite ce respect. Maintenant, la définition de cette dignité et l'origine de cette dignité n'est pas précisée. Pendant la rédaction, les discussions de la Déclaration universelle, il y a eu de vraies discussions pour définir cette dignité et trouver son origine. Bien sûr, les croyants qui étaient, et qui sont toujours aujourd'hui l'immense majorité de l'humanité, même s'ils peuvent adhérer à des religions diverses, mais les croyants sont quand même l'immense majorité de l'humanité, qui croient en l'existence d'un Dieu créateur. Donc les croyants disaient, c'est très simple, la dignité, elle vient effectivement du fait que l'homme est une créature, créée par Dieu. Et donc
Donc là, une proposition, à l'époque, était de commencer la déclaration, le préambule de la Déclaration universelle, c'est-à-dire le petit texte qui commence, qui introduit la déclaration, en affirmant donc l'origine de la dignité de l'homme en Dieu. Donc l'homme, créé à l'image de Dieu, possède une dignité, une conscience, etc. Là, c'était le fondement ultime en disant, voilà, l'homme tient sa dignité de Dieu, de ce qui est une créature, voulue par Dieu, et donc effectivement, on donne comme origine au droit de l'homme et à la dignité de l'homme une source totalement supérieure et extérieure aux États, et on sanctuarise. L'objectif étant maximum de faire en sorte que les droits ne soient pas définissables ou redéfinissables par une autorité. Pour protéger l'homme, il ne faut pas que ces droits soient à la portée des hommes politiques. C'est ça l'idée. Et donc, les droits ont une origine extérieure au champ politique, et même directement l'origine dans la dignité. Et cette dignité elle-même, elle est l'expression de la particularité de l'homme en tant que créature désirée par Dieu. Bien sûr, il y a eu des personnes qui se sont opposées à cela, les soviétiques en particulier, qui ne voulaient pas que Dieu soit mentionné, ni même le créateur, ni même la nature avec un grand N. Voilà, en disant non, les soviétiques ne voulaient pas que les droits trouvent une origine transcendante, qui dépasse l'homme. Donc ils se sont opposés à la mention de Dieu, de la nature et du créateur comme origine de l'homme et de ses droits. Si bien que finalement la déclaration énonce les droits de l'homme sur la base d'un postulat, d'une affirmation de principe qui est la dignité de l'homme, mais c'est une dignité qui s'avère à la fin être autoproclamée. Donc l'homme se proclame digne et en déduit ses propres droits. Donc il y a cet aspect d'autoproclamation de sa propre dignité et d'affirmation des droits qui en découlent. Donc, ça ne change pas grand-chose peut-être d'un point de vue juridique, peut-on penser, mais ça a quand même une grande conséquence. Alors, ce débat sur la dignité, c'est pas uniquement la question de Dieu. Même si la question de Dieu était bien sûr à l'époque centrale, et continue toujours à l'être aujourd'hui, évidemment. On peut dire que plusieurs conceptions de la dignité coexistent, et coexistaient à l'époque. Il y a évidemment plusieurs conceptions dans les pays occidentaux, mais il y a aussi des variantes, voire même cette notion qui existe peu, voire pas du tout dans d'autres cultures. Donc la notion de dignité n'est pas une notion forcément universelle. Cela étant, si on remonte au débat de 48, moi j'ai identifié deux conceptions de la dignité qui permettent de comprendre les droits de l'homme et les différentes compréhensions, conflits d'interprétation des droits de l'homme. Donc ce sont les deux conceptions que j'ai évoquées tout à l'heure, la conception que j'ai appelée incarnée et la conception désincarnée de la dignité humaine. Alors là c'est la clé de compréhension, c'est la raison pour laquelle ces deux notions de dignité vous permettent d'expliquer pourquoi au nom d'une même dignité, certains peuvent dire que l'euthanasie est contraire à la dignité, et d'autres peuvent dire que l'euthanasie est conforme à la dignité. Vous voyez, donc c'est très simple. Hein. L'euthanasie est contraire à la dignité pour le tenant de la dignité incarnée, et elle est conforme à la dignité pour les tenants de la dignité désincarnée. Alors, en quoi ça consiste ? Tout simplement, il y a, au fond de cette question anthropologique, il y a celle du rapport que nous voyons entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme. La question du rapport entre le corps et l'esprit, c'est une question qui est très ancienne, discutée depuis fort longtemps, débattue, et qui traverse toute notre histoire. Vous savez que l'on peut remonter à déjà, en simplifiant certainement, l'opposition entre l'approche d'Aristote et celle de Platon, qui ensuite s'est transmise à travers le temps. La première conception, plutôt soutenue par Aristote, consiste à dire que l'homme est un être unifié entre son corps et son esprit. Qu'il est un esprit, un corps
animé, qu'il n'y a pas de séparation, qu'on ne peut pas concevoir l'esprit sans le corps. Et donc, il est vain d'imaginer que l'homme serait seulement son corps, son esprit. Certes, l'homme se distingue par son esprit du reste des animaux, mais il est à la fois et indissociablement corps et esprit. Et c'est dans cette qualité que nous devons vivre. C'est là notre particularité. On peut même dire que c'est ce qui nous distingue des autres créatures. Certainement en simplifiant, les animaux ont un corps, mais n'ont pas d'âme spirituelle. Les anges ont une âme, mais n'ont pas de corps. L'homme, il a à la fois un corps et une âme, unis, et c'est ainsi que nous devons vivre. Et c'est cette conception de l'unité entre le corps et l'esprit qui aussi se retrouve dans la définition de la nature humaine que j'ai énoncée tout à l'heure en tant qu'être vivant, social et spirituel. On ne peut pas se séparer. Donc cette conception de l'unité, c'est la conception aussi chrétienne, puisque, effectivement, saint Paul nous dit que le corps est le temple de l'âme, et que le credo nous dit que nous allons aussi, à la fin des temps, retrouver notre corps. Donc il y a la résurrection du corps, avec cette idée que nous sommes constitués ainsi, et que même la mort qui sépare le corps de l'esprit, de l'âme, est un état imparfait, même quand on est au ciel, même si on est au ciel, au paradis, sans son corps, on reste encore quand même dans une certaine forme de manque, et que la perfection, c'est quand même le jour où on retrouve notre corps. Là, on retrouve notre unité. Donc le corps est digne, le corps participe à la dignité. Certes, l'homme se distingue et, par son esprit, par son intelligence, mais il est digne, corps et âme ensemble, et il serait vain de vouloir le séparer l'un et l'autre. Et surtout, il a été créé comme ça. Alors bien sûr, la foi dans la création souligne et soutient cette compréhension de l'homme. Et plus encore, dans le christianisme, la foi en l'incarnation du Christ, qui prouve la dignité du corps, puisque le Verbe se fait chair, montre bien que l'homme est digne avec son corps, et que la matière est digne. Et encore une fois, l'Eucharistie, qui est à chaque fois, encore une fois, une forme d'incarnation, prouve la dignité de la chair, la dignité de la matière. Donc ce n'est pas seulement l'esprit qui est digne, mais c'est l'être dans toute sa dimension. Donc ça, c'est la compréhension classique à laquelle s'oppose celle que l'on qualifie généralement de dualiste, et qui, à l'inverse d'Aristote, voit la dignité de l'homme surtout, exclusivement ou principalement dans son esprit, et au détriment du corps. Donc là, c'est une conception qui dit, voilà, l'homme, finalement, ce qui le distingue du reste, c'est son intelligence, son esprit. Il est donc homme en ce qu'il a une intelligence et un esprit, c'est son intelligence qui le désigne, qui le définit, qui le distingue, et finalement, son corps n'est qu'une matière ou un navire à gouverner, mais l'homme est finalement le capitaine, n'est-ce pas, de son corps. L'esprit gouverne la matière. Et donc, cette conception-là dualiste de l'homme, elle existe et elle se transmet aussi à travers les siècles, et elle conduit généralement à une valorisation de l'esprit et de l'intelligence, et à une dévalorisation de la matière et du corps. Donc là, on a une scission entre le corps et l'esprit, et la scission s'opère déjà en chacun de nous. Ce dualisme, il a été renforcé. Il a trouvé une énergie nouvelle avec la théorie de l'évolution au XIXe siècle, qui a permis de lui donner
non seulement son agnosticisme, de confirmer son agnosticisme, mais aussi de donner un support scientifique, et d'intégrer, d'introduire le dualisme dans une perspective historique progressiste. Pourquoi? Parce que l'évolutionnisme, au XIXe siècle, de façon certainement simpliste, envisage l'histoire de l'humanité comme précisément l'émergence de l'esprit depuis la matière. Pour les évolutionnistes agnostiques, matérialistes, l'homme est essentiellement une intelligence qui, au fil pas des millénaires, mais des millions d'années, émerge de la matière et précisément se spiritualise. Et pour ces gens-là, le progrès humain, c'est ce processus de libération de l'intelligence ou de la volonté à l'égard de la matière. Ce qu'on peut aussi appeler à l'égard des déterminismes matériels. Donc l'évolutionnisme dit, voilà, l'homme est homme parce qu'il a cette intelligence, c'est en cela qu'il serait un être unique par rapport au reste de la matière. Pour les évolutionnistes, la vie est issue de la matière, et ensuite l'esprit humain est issu de la vie. Et dans le temps, tout le progrès consiste précisément en ce mouvement de libération de l'esprit et d'élévation de l'esprit, de spiritualisation. Et donc pour ces gens-là, ce qu'il y a de proprement humain en l'homme, ce n'est pas son corps, qui est appelé finalement à devoir être géré, et plus encore qui est appelé presque à dépérir, mais c'est l'esprit qui est appelé à s'élever. Donc pour eux, la dignité de l'homme consiste précisément dans cette forme de spiritualisation de l'homme, et donc qui est perçue comme pouvant s'exprimer par une domination du corps. L'homme serait d'autant plus homme qu'il dominerait son corps. Et même plus il asservirait son corps de façon antinaturelle, on peut dire, plus il exprimerait son humanité. Donc on voit bien les deux conceptions de la dignité. L'homme est digne en ce qu'il est aujourd'hui, corps et esprit, et il doit accomplir sa vie ainsi, et donc la famille, par exemple, c'est effectivement la transmission de la vie, fonder une famille, donc c'est une conception finalement assez simple de l'humanité, qui n'a pas d'ambition particulière, si ce n'est d'être heureux, tel que nous sommes. Et l'autre conception qui envisage la dignité comme un processus progressif d'affirmation de la volonté sur la matière, de libération de l'esprit à l'égard du corps et de la matière, et de domination. Et plus l'homme domine la matière et l'esprit, plus il est digne. Et donc ces deux conceptions de la dignité, donc la conception incarnée et la conception désincarnée, étaient déjà exprimées, bien sûr, pendant la première moitié du XXe siècle. Je dis que pour la première, elle est issue principalement de la tradition classique et chrétienne, et ensuite reformulée par le personnalisme. La seconde est issue de la tradition dualiste et gnostique, et remise en forme par la pensée scientifique évolutionniste, on va dire, de la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Laquelle pensée scientifique laquelle pensée dualiste évolutionniste a aussi été une pensée, bien sûr, ensuite eugéniste et raciste, puisque c'est une conséquence directe de l'évolutionnisme que d'être eugéniste et raciste. Donc on a là les deux filières qui ont coexisté. En 1948, donc, pas de choix explicite, puisque précisément refus de la mention de Dieu ou d'un créateur comme étant la cause de la dignité. Donc on ne dit pas pourquoi l'homme est digne. Mais néanmoins, les droits qui sont contenus dans la Déclaration universelle reflètent globalement les droits de la personne incarnée. Ce qu'on observe, et là c'est le contenu du livre par la suite, c'est justement ce glissement. Progressivement, la conception désincarnée de la dignité de l'homme, progressivement se développe et combat la conception incarnée, et bien souvent l'emporte. Et lorsque nous voyons
lorsque nous assistons à des combats devant des juridictions internationales sur la question de savoir s'il existe un droit à l'euthanasie, nous voyons face à face les tenants de la dignité incarnée, qui défendent la dignité incarnée, et en face les tenants de la dignité désincarnée. Et la juridiction va choisir. Lorsqu'elle choisit, elle énonce une proposition philosophique. En général, elle fonde philosophiquement son choix, de façon très consciente. Donc nous voyons bien. Donc voilà la clé de lecture de l'évolution des droits de l'homme dans tout ce qui concerne l'anthropologie, dans tout ce qui a de fortes implications anthropologiques. Bien sûr, les droits de l'homme, sur d'autres aspects, ont très peu évolué, ou peu évolué dès lors qu'il n'y a pas d'implications anthropologiques fortes. Mais là où il y a de telles implications, on observe une évolution importante. Alors cette évolution, elle s'observe par l'importance accordée de plus en plus, bien sûr, à la volonté individuelle, en particulier sur soi-même. Le primat de la volonté, ce qu'on appelle l'autodétermination, ou le droit de disposer de soi-même. Plus fondamentalement, cette idée, ces droits, ces libertés individuelles, cette idée d'autodétermination, on peut bien comprendre que si on valorise aujourd'hui à ce point-là l'autonomie personnelle, l'autonomie individuelle, et le droit à disposer de soi-même, c'est justement parce qu'on estime que l'origine du droit, ce n'est pas le respect de l'ordre naturel, l'idée de rétablir l'équilibre entre les personnes, ou rétablir l'équilibre des personnes elles-mêmes, selon l'ordre naturel, mais l'origine du droit, c'est finalement cette primauté de la volonté. Donc c'est la volonté elle-même, ce n'est plus la nature qui serait la référence qui permet de voir comment rétablir la justice, mais c'est la volonté elle-même qui est donc elle-même l'expression de notre spiritualité. Parce que comment s'exprime notre spiritualité, notre intelligence, si ce n'est par la volonté? C'est la volonté individuelle qui est digne. Finalement, ce qu'il y a de digne, ultimement, c'est la volonté individuelle, puisque c'est elle qui exprime notre intelligence, qui exprime notre spiritualité. Et donc, si on cherche ce qui en l'homme, qu'est-ce que nous pouvons finalement connaître de l'homme? Quel est le stade le plus ultime de ce qui est connaissable de l'homme? C'est ce que l'homme veut bien dire de lui-même, ce que l'individu veut bien dire de lui-même. C'est donc sa volonté. Sa volonté, la volonté individuelle serait finalement l'ultime chose, la seule certitude que nous puissions avoir sur l'homme lui-même, mais pas sur l'homme en général, sur chaque individu. Puisque toutes les autres références sur lesquelles nous avons voulu fonder le droit préalablement se sont comme dissipées dans des brumes. La nature, eh bien voilà, se serait dissipée, nous ne saurions plus ce qu'est la nature pour fonder le droit. Avant la nature, l'État aussi a perdu largement sa légitimité, sa crédibilité, la religion. Donc tous ces fondements du droit, droit religieux, droit positif, droit naturel, se seraient comme dissipés, parce que l'objet, l'origine de ces droits, finalement, serait lui-même dissipé, aurait été dissous dans la rationalité. Et que finalement, la seule source connaissable du droit nous resterait après donc toutes ces pertes successives de référence que nous avons cru un temps objectives, mais qui se sont révélées, semble-t-il, insignifiantes, eh bien, serait la volonté individuelle qui, elle seule, peut être connue de façon certaine, puisque la personne dit pour elle-même ce qu'elle est. Alors que la référence encore à la nature, ça reste toujours une définition de la personne en référence à une conception extérieure à la volonté. Donc voilà l'origine, donc cette idée donc, que finalement l'origine du droit, de la légitimité du droit même,
c'est précisément la volonté individuelle, puisqu'elle est l'expression, elle serait l'expression de la dignité, en tant qu'ornement de l'esprit. Et donc, cette volonté individuelle, c'est elle qui prime largement, autant que possible, et on voit que c'est sous son étendard de la volonté individuelle que s'étend dans la société le champ de la vie privée, ce qu'on appelle le champ de la vie privée, par rapport à la vie sociale. Et donc, depuis, maintenant depuis déjà pas mal de décennies, mais même depuis 1948, et de plus en plus, nous voyons, depuis que l'on place l'origine de la légitimité dans la volonté individuelle, nous voyons que le droit, que la vie privée, la sphère de la vie privée, s'étend de plus en plus largement au détriment sur l'espace public, sur la sphère de la vie sociale. Et à chaque fois que la vie privée s'étend, eh bien en fait, la société renonce à pouvoir porter un quelconque jugement moral sur les comportements privés, reconnus alors comme privés, puisque cela rentre dans la sphère de la vie privée. Donc voilà le mouvement. Pour encore donc essayer de conclure quand même assez rapidement, mais non, allez-y. oui, merci. Donc, extension de la vie privée, qui est corrélative de l'individualisme, et donc de l'affirmation de l'autonomie individuelle, comme étant la source ultime de la légitimité. Celle-ci s'opère, j'observe, dans un premier temps, essentiellement donc par affirmation de soi-même, et donc les droits de l'homme, dès lors, ne sont plus seulement utilisés pour protéger la personne de l'État ou des autorités publiques, comme c'était le cas dans la conception du droit naturel, mais les droits qu'on peut appeler de l'individu cherchent aussi, en outre, à être le support de la volonté individuelle. Donc là, on voit qu'on invoque les droits de l'homme, non plus seulement pour se protéger de l'État, mais aussi pour invoquer des droits que j'estime être autant de formes de pouvoir. Par exemple, le droit à l'avortement, comme un pouvoir que j'ai sur moi-même et sur le fœtus que je porte. Et c'est plus un droit où je demande d'être protégé de la société. Protégé, laissez-moi prier en paix, laissez-moi m'exprimer, laissez-moi fonder une famille. Non, c'est un droit que j'invoque pour pouvoir agir. C'est un droit de pouvoir. Le droit à l'enfant, par exemple, c'est pareil, c'est un droit pour obtenir quelque chose. Voyez-vous, donc on est tout à fait dans une approche différente. On ne cherche plus seulement à protéger les personnes en obligeant l'État à s'abstenir d'agir contre mes propres capacités, mais j'exige par les droits de l'homme la faculté de pouvoir agir, et en particulier de pouvoir agir contre. Pouvoir agir contre la nature, contre mon corps, contre le déterminisme. Les premiers droits naturels, ce sont des droits par lesquels je souhaite agir et par lesquels je m'accomplis. Je demande à l'État de s'abstenir d'entraver mon accomplissement. Par la liberté de pensée, d'instruction, de mariage, je m'accomplis en tant qu'homme. Et je requiers de l'État qu'il s'abstienne de m'empêcher de m'humaniser en accomplissant ces droits qui sont en fait autant de facultés humaines naturelles par lesquelles l'homme devient homme. Première génération. Protection contre les entraves de l'État totalitaire qui m'empêche de penser, d'étudier, de prier, de me déplacer, de m'associer, de me marier, etc. Deuxième génération, là je réclame plus seulement la protection, parce qu'en général elle est acquise, mais je m'empare des droits de l'homme et je réclame à l'État non plus seulement de s'abstenir d'agir contre moi, mais voire même de me permettre d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Et là, c'est les droits principalement sur soi-même. Alors, le cas emblématique, c'est le droit à l'avortement, où là, effectivement, c'est la possibilité de ce pouvoir que je prétends avoir sur moi-même, et là, contre la nature. Mais c'est aussi le droit à l'euthanasie, qui est un pouvoir que je prétends accorder à mon esprit sur mon corps.
Et donc là, on voit bien l'idée, mon droit est un pouvoir, une forme de libération. Plus généralement, ces droits antinaturels, qu'on peut qualifier de antinaturels, parce qu'ils s'opposent à la nature, ne sont pas des droits féconds. Ce ne sont pas des droits qui permettent une forme d'enrichissement, contrairement aux droits de la première génération. Ces droits-là sont plutôt stériles. Euthanasie, avortement, c'est stérile. Ensuite, j'ai fait un trou. Donc ces droits ne sont pas féconds. Ce sont des droits qui s'opposent à la nature et par lesquels donc, la personne pense exprimer sa dignité en exerçant ses droits. Alors l'exemple typique du renversement entre la première génération et la deuxième, c'est ce qui était devenu du principe donc, du fait de ne pas pouvoir du principe d'indisponibilité du corps humain. Principe d'indisponibilité du corps humain, qui est un principe qui était fondamental et qui l'est toujours encore dans certaines mesures, qui veut qu'on ne dispose pas de son propre corps. Donc le corps de la personne, notre corps, on ne peut pas en vendre les morceaux, on ne peut pas le dépecer, il mérite un respect même après la mort. Bon. Cette idée donc d'unité, et que notre liberté est limitée à l'égard de notre propre corps. Donc c'est ce principe d'indisponibilité du corps humain. Eh bien aujourd'hui, ce principe a été très largement renversé par justement le droit à disposer de son corps. Donc on a là un renversement à 180 degrés, principe d'indisponibilité du corps humain. Aujourd'hui, droit à disposer de son corps, qui est vraiment l'exact opposé. Voilà, donc ça, ce sont les droits antinaturels. Tous les droits de libération. Ces droits de libération ne voient plus l'État comme étant une menace, comme on pouvait le concevoir encore après la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt comme étant une providence qui va nous aider à accomplir notre pouvoir, à acquérir davantage de pouvoir. Ces droits ne considèrent plus la nature comme étant un modèle, mais plutôt un contre-modèle duquel il faut se libérer. Ces droits sont plutôt neutres à l'égard de la religion, agnostiques, athées. Voilà un petit peu le modèle. Et ces droits ne visent plus la protection, mais la libération, l'émancipation, à l'égard des déterminismes, y compris culturels et religieux. Troisième génération, donc les droits transnaturels. Donc là, on arrive à la période qu'on peut dire qualifiée de féconde. Après les droits stériles, qui sont en temps de pouvoir, on arrive plutôt à une période qui se veut féconde, où là, le rapport à la nature change. On n'est plus seulement dans l'opposition un peu adolescente de l'avortement à l'euthanasie, en disant je veux exprimer mon pouvoir en refusant la nature, mais on est dans une approche qui prétend transcender la nature, la transformer. Et là, on affirme le droit devient l'instrument par lequel on prétend avoir le pouvoir de redéfinir la nature, de la transformer. Et là, ce sont les droits qui sont le support du transhumanisme et qui s'observent dès aujourd'hui dans l'émergence de droits à différentes formes d'eugénisme, droit à l'eugénisme, le droit à la sélection prénatale, le droit à ne pas avoir un enfant handicapé, comme c'est un droit qui est de plus en plus énoncé, y compris à Strasbourg, mais aussi le droit, par exemple, au changement de sexe, sans opération. Donc cette idée que je peux librement choisir mon identité, indépendamment du corps. Cette idée qu'on peut changer d'identité sexuelle en particulier, indépendamment du corps, et donc il y a vraiment une totale indépendance entre mon identité subjective et mon corps, et ma réalité biologique. Donc là, le changement de sexe, c'est vraiment, et ça je pense que c'est si important aujourd'hui que c'est à ce point-là un cheval de bataille des militants, cette question du transsexualisme, c'est parce que vraiment si on accepte dans la loi un transsexualisme complet, eh bien on accepte le fait que l'identité est indépendante du corps. Et donc une dissociation entre l'identité psychique et physique de la personne, qui ensuite permet toute autre forme de dissociation par la suite. Donc on observe donc cette nouvelle génération de droits transhumains ou transnaturels, essentiellement eugénisme,
Voilà. Et ces droits sont des droits qui se veulent non plus stériles, mais qui prétendent au contraire maintenant poursuivre, bien sûr, l'amélioration de l'homme en se fondant sur cette conception désincarnée de la dignité. Puisque voilà, ce serait donc ce transhumanisme serait finalement le moyen par lequel l'homme poursuit sa propre évolution de façon maîtrisée et volontaire et accélérée, et donc en agissant ainsi, il ne ferait finalement que agir conformément à sa dignité, et même il pourrait accroître sa dignité. Donc voilà le mécanisme de ces trois générations. Alors, quelle réponse accorder, voire un petit peu en conclusion à ce tableau? Donc, coexistent aujourd'hui les deux conceptions de la dignité, coexistent des droits interprétés selon la compréhension incarnée et d'autres droits interprétés selon la conception désincarnée. Donc ce serait assez binaire, ce serait erroné de dire qu'on est passé totalement d'un schéma à l'autre, les deux schémas coexistent, mais on voit bien la dynamique forte de la conception désincarnée, qui est une conception athée. Il faut simplement le concevoir, une conception athée et matérialiste. Même si elle accorde une importance primordiale à l'esprit, à l'intelligence, elle est quand même matérialiste, parce qu'elle estime que l'esprit est issu de la matière. Donc, quelle conclusion, où en sommes-nous? Alors, les deux compréhensions coexistent. Il faut ajouter dans le tableau qu'il y a donc d'autres compréhensions, d'autres anthropologies des droits de l'homme qui existent et qui prétendent aussi à l'universalité, en particulier la compréhension musulmane, qui est assez précisément énoncée, qui existe aussi en droit international, qui a une certaine existence, et qui est assez proche, au départ, de l'anthropologie, on peut dire, classique, puisqu'elle n'est pas individualiste, elle est plutôt liée sur la famille, elle reconnaît aussi un créateur. Mais cette anthropologie musulmane, bien sûr, est très différente de l'anthropologie athée. Elle est aussi, les droits de l'homme musulmans sont aussi assez différents des droits de l'homme occidentaux, en ce que, d'une part, principalement, ils sont entièrement soumis à la charia, donc la déclaration des droits de l'homme en islam de 1990 affirme que l'interprétation des droits de l'homme est soumise à la charia. Et plus fondamentalement, ce qui distingue plus fondamentalement la tradition occidentale du droit et l'approche islamique, c'est le rôle de la raison dans l'appréciation de ce qui est juste, puisque du point de vue du droit musulman, on est plutôt dans un droit d'obéissance ou par rapport à des préceptes prédéterminés qui disent ce qui doit être fait ou ne pas être fait, ou ce qui est neutre. Donc il n'y a pas de démarche vraiment rationnelle de responsabilité personnelle, alors que dans l'approche issue de la tradition gréco-latine, chrétienne, eh bien le droit est vraiment le fruit de la conscience, du travail de la raison, de la conscience. Et donc il y a toute cette démarche personnelle pour connaître le juste et le bien qui nous distingue fondamentalement dans les deux systèmes. Même si la compréhension de la nature humaine, de ce qu'est l'homme, est quand même finalement assez similaire. Donc il y a plusieurs compréhensions, plusieurs anthropologies qui se prétendent universelles, qui coexistent au plan universel, qui coexistent dans le monde. Donc il ne faut pas se laisser obnubiler uniquement par l'une ou l'autre anthropologie, il y en a plusieurs. Moi, de mon point de vue, l'anthropologie 48 était plutôt bonne et fonctionnait bien. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a perdu la prudence et on a fragilisé le système en voulant affirmer des droits pouvoir, des droits puissance individuelle, et aussi bien qu'aujourd'hui, les droits de l'homme sont contestés, sont largement contestés, bien sûr dans le reste du monde, qui ne veut pas entendre parler de droit à l'avortement ou au mariage homosexuel, ou que sais-je, mais c'est surtout sur ces questions-là que ça se joue. Donc, une perte d'autorité
à cause de ces prises de position très largement contestées dans le reste du monde, donc une fragilisation du système en raison des évolutions culturelles occidentales. Du coup, l'affirmation de systèmes concurrents à travers le monde qui fragilisent. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons la déclaration de 48 qui peut être comprise toujours dans l'anthropologie classique, et puis d'un côté l'interprétation libérale individualiste qui part d'un côté, et de l'autre d'autres conceptions, et en particulier les conceptions islamiques qui partent de l'autre. Et donc nous sommes dans une période de tension où nous avons perdu, d'une certaine manière, si jamais nous ne l'avons jamais eu, notre consensus, notre accord sur ce universel, sur ce que sont les droits de l'homme, ce qu'ils devraient être. Et de plus en plus, on voit des conflits idéologiques s'exprimer sur le terrain des droits de l'homme, et donc des jurisprudences, des décisions contradictoires entre différentes enceintes. C'est pour ça qu'on peut dire à Genève maintenant que le port de la burqa est une liberté, et qu'on va dire le contraire à Strasbourg, puisqu'il y en a des adhésions à des anthropologies opposées. Ou Genève, les Nations Unies, a bien sûr une vision tout à fait différente, puisque c'est universel et pas occidental comme compréhension de l'homme. Donc voilà, en conclusion, moi, ce qui me semble essentiel, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est la question du rapport entre corps et esprit, et plus particulièrement entre les dimensions psychiques et physiques de l'identité, en quoi ces deux dimensions sont reliées, en quoi est-ce qu'elles peuvent au contraire être séparées. Indiscutablement, la société occidentale a, ces dernières décennies, vu dans la dimension psychique l'essentiel de l'identité, et on voit bien que toutes les modes qui tentent à asservir, on va dire, à dominer le corps de façon ostensible, expriment cette primauté que l'on veut donner à l'esprit. Néanmoins, moi, ce que j'observe aussi, c'est que cette séparation entre le corps et l'esprit, elle n'est pas vécue, en tout cas généralement, sans souffrance. Donc souvent, ce que l'on observe, c'est que les personnes qui ont voulu agir contre leur propre corps en ont subi une certaine souffrance. Et cette souffrance, elle est précisément elle résulte précisément de cette scission entre le corps et l'esprit, de cette scission interne que l'on peut opérer entre son corps et son esprit. Alors elle s'observe à chaque fois que des personnes veulent agir contre leur corps. Alors évidemment, la souffrance maximale, on peut dire, c'est pour les personnes transsexuelles qui souffrent de cette séparation, cette distinction, cette opposition, ce conflit entre identité psychique et identité physique. On sait bien que c'est une souffrance qui est réelle, il ne s'agit pas de la nier, mais elle existe aussi, cette souffrance, dans d'autres cas de figure. Et on a un exemple intéressant qui est celui des personnes conçues par don de sperme, dans les années 70 ou 80. Eh bien, don anonyme. Ces personnes, à l'époque, elles ont été conçues dans une certaine insouciance, parce qu'on se disait que de toute façon, l'identité physique du géniteur était sans incidence sur l'identité de l'enfant. Et que, voilà, c'était juste un don de matériel biologique, et que l'enfant, de toute façon, il serait l'enfant du couple qui va l'élever, et donc il n'y aura pas de problème de personnalité, d'identité. Et on pouvait aussi souvent recommander de ne pas dire à l'enfant les circonstances de sa conception, pour faciliter cette croissance. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que bien souvent, il y a chez les enfants qui se sont rendus compte, qui ont appris que leur père biologique n'est pas leur père social, une souffrance profonde s'est installée. La souffrance de ces personnes, elle est précisément celle qui résulte de la séparation entre l'identité physique et l'identité sociale ou psychique. Ces gens-là, ils ont expérimenté une séparation dans ces deux aspects, non voulu. On leur a imposé
une séparation entre leur identité biologique et leur identité psychique. Et cette souffrance, elle prouve que même avec les meilleures intentions du monde et dans le meilleur contexte possible, avec des parents aimants, elle prouve que on ne peut pas séparer ces deux aspects de notre identité sans provoquer une souffrance. Et donc que les deux dimensions de notre identité, psychique et physique, sont indissociablement liées. Et c'est une illusion de prétendre que l'homme n'aurait qu'une dimension psychique ou que la dimension psychique serait tellement dominante que la dimension physique serait insignifiante. Voilà. Il y a cette unité. Et cette unité, je pense qu'elle est... On a là, l'expérience nous montre qu'elle est essentielle, il faut qu'on en tienne compte. Et voilà. Alors plus... Elle est, je pense, voilà, une réponse au discours sur la dignité des incarnés. Elle est une réponse au discours sur la dignité des incarnés. Alors plus fondamentalement, ce discours sur la dignité des incarnés et sur la dignité en général nous amène à devoir réfléchir sur ce qu'est l'homme. Finalement, avec le transhumanisme, avec toutes ces inventions biomédicales, finalement, qu'est-ce qui en l'homme mérite d'être protégé? Qu'est-ce qui nous définit? On reste toujours à cette question d'origine. Qu'est-ce qui en l'homme mérite d'être protégé? Qu'est-ce qui le distingue? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des hommes? Pour les tenants de la dignité des incarnés, ce qui fait que nous sommes des hommes, c'est finalement la puissance de notre intelligence, la puissance de notre esprit, la capacité de domination de la matière. Et donc le rêve transhumaniste, c'est la poursuite de la conception progressiste et évolutionniste de l'homme, c'est un rêve de puissance. Un rêve de puissance, vivre plus longtemps, être plus intelligent. Le rêve du transhumanisme, c'est le rêve de la société technologique, c'est cette idée qu'il faut avoir le maximum d'intelligence dans le minimum de matière. Tous les progrès de la technique que l'on voit, les smartphones, les machins, les puces électroniques, c'est ça. C'est le maximum d'intelligence dans le minimum de matière. C'est ça, l'idéal. Et donc c'est l'ange. Puisque l'ange, c'est le maximum d'intelligence dans l'absence de matière. Donc cette aspiration de l'homme à sortir de sa condition incarnée pour la puissance, acquérir de plus de puissance. Mais on voit que cette puissance, elle est tout à fait différente du bonheur. Elle n'est pas du tout la garantie du bonheur. Alors que dans la conception incarnée, ce qui est recherché, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. L'accomplissement en tant qu'être humain incarné, vivre comme nous sommes, en accomplissant nos facultés, au mieux. Alors qu'en face, c'est la puissance. Et cette puissance, effectivement, ce n'est pas le bonheur, c'est plutôt même l'insatisfaction. Alors que l'être incarné tend à s'accomplir, à accomplir ses capacités, ses facultés, en tant qu'à s'humaniser en tant qu'homme, à accomplir des facultés qui sont limitées, et est heureux lorsqu'il accomplit ses facultés. Il ne peut y avoir d'accomplissement que s'il y a une limite, une fin. À l'inverse, le rêve de puissance, de dépassement, est illimité. Et donc, il provoque une jouissance qui est en même temps une insatisfaction. Puisque plus on progresse en technique, plus on en tire une jouissance, mais en même temps, ça appelle un progrès supérieur, un progrès nouveau. Et donc une insatisfaction. On n'est pas dans le bonheur, on est dans la quête et l'insatisfaction, et en même temps la jouissance. Donc c'est deux conceptions totalement différentes de l'homme et de la société. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes des hommes? Est-ce que c'est notre intelligence, notre puissance? Et dans ce cas-là, il faut se lancer dans cette idée d'être sans cesse plus homme et donc sans cesse plus intelligent, plus puissant. Ou est-ce que c'est autre chose? Et là, moi la réponse, j'avoue que j'ai beaucoup souffert quand j'étais confronté à cette question au moment en rédigeant ce livre, parce que je me disais, mais alors, bon, quelle est la réponse? Parce que si c'est, voilà, il faut quand même choisir. Et est-ce que c'est la puissance des incarnés? Et là, je dis non, en fait, ce qui fait le propre de l'homme par rapport au reste de la création, de ce qui existe, le propre de l'homme, c'est pas tellement notre puissance, puisque
notre puissance, on en a fait l'expérience, peut être inhumaine. Notre puissance peut être inhumaine. Les êtres les plus intelligents, et même les êtres qui étaient entourés du plus grand nombre de médecins, ont pu être parfaitement inhumains. Donc ce qui fait notre humanité, ce qui est spécifique à notre humanité, c'est effectivement, ce que vous dites, le cœur, c'est la capacité à désirer un bien au-delà de notre propre bien. C'est là où semblait être ce qu'il y a de proprement humain, finalement, c'est pas le fait de vivre 70, 80 ou 120 ans, ou 150. C'est pas d'avoir un QI de 80 ou de 150. Ce qu'il y a de proprement humain, l'unicité de l'homme, elle réside dans notre capacité à désirer le bien d'un autre. Ça veut dire dans la charité. Dans la charité. Pour moi, c'est là où il y a cette capacité, cette unicité de l'homme, cette particularité. Ce qui fait que nous soyons hommes, ce qui mérite d'être protégé. Ce qui mérite d'être protégé. Au-delà des aspects morphologiques ou physiques. C'est cette capacité à la charité qui est, je pense, pas du tout, évidemment, présente dans le rêve transhumaniste. Et cette charité, elle doit être vécue d'une façon incarnée, dans ce que nous sommes. Et donc, la réponse au rêve de puissance désincarnée, c'est, il me semble, la charité incarnée. L'incarnation de la charité. Voilà.